Obsèque dramatique à Toulouse, le frère d'un des soldats tués samedi au Tchad a essayé d'écraser le ministre de la Défense avant d'être blessé par le service d'ordre. Rude journée pour Laurent Fabius. Dans une atmosphère tendue, le ministre de l'Industrie rencontrait aujourd'hui les responsables lorrains à Metz. Challenger s'aplane. Les astronautes américains se sont rendus maîtres tout à l'heure du satellite récalcitrant qui leur échappait depuis dimanche. 5 Oscars pour Tendre Passion, le film de James Brooks, rafle les récompenses à Los Angeles. La meilleure comédienne de l'année s'appelle Shirley MacLaine et le meilleur comédien Robert Duval. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Un incident dramatique lors des obsèques ce matin à Toulouse des soldats français tués au Tchad. Le frère d'une des victimes, apparemment fou de douleur, s'est allé chercher sa voiture. Il a ensuite foncé dans la foule réunie pour l'enterrement. Il visait, semble-t-il, le ministre de la Défense qui présidait la cérémonie. Toute la scène a été filmée par l'équipe de FR3 qui se trouvait sur place et vous allez le voir, c'est un document très dur qu'elle a rapporté. 11 h ce matin, M. Charles Hernu, ministre de la Défense, arrive dans la cour d'honneur de la base militaire de Toulouse, Francazal. La cérémonie commence aussitôt. Après la remise des décorations posthumes et la bénédiction des corps des 9 jeunes soldats tombés à Chalouba, le ministre de la Défense s'approche des familles. Parmi elles, celle de Laurent Réal, 19 ans. Au moment où le ministre tend la main, l'un des frères Réal, Lionel, éclate. C'est pas le moment de donner des médailles, on veut savoir la vérité. Fou de colère, Lionel court vers le parking. L'instant d'après, il précipite sa voiture sur le groupe de personnalités entourant le ministre qui s'écarte de justesse. Pour tenter d'arrêter enfin la voiture folle qui heurte au passage un cercueil, un garde du corps a tiré. Les frères de Lionel Réal avaient tenté en vain de s'interposer. Je filme. Très vite, le jeune homme est extrait du véhicule et on constate qu'il est blessé à la cuisse. Une femme accourt et se penche, sans doute la mère de Laurent et Lionel. Sur le capot de la voiture, des traces de choc. Sur la porte droite, l'impact d'une balle. Tout autour, après tant de tension, la douleur nue qu'on ne peut plus contenir. Tandis que les premiers secours sont donnés sur place aux jeunes blessés, Charles Hernu viendra prendre de ses nouvelles. Transporté rapidement à l'hôpital, Lionel Réal est maintenant hors de danger. Un pénible incident, c'est ainsi que le ministère de la Défense a qualifié cette affaire. Notre envoyé spécial à Toulouse, Isabelle Bechler, a retrouvé les parents du jeune homme et ils lui ont expliqué les raisons de son geste désespéré. Laurent Réal, 19 ans, devait rentrer à la fin de ce mois à Toulouse. Il était au Tchad depuis le 23 décembre. Après un temps d'adaptation difficile, il s'y sentait plutôt bien, c'est du moins ce qu'il écrivait à sa famille. Les lettres et les photos arrivaient régulièrement à Toulouse pour rassurer les siens, car les Réal étaient très unis. Ses 8 frères et sœurs ainsi que ses parents vivaient au rythme de son courrier du Tchad. Mais ce matin, la cérémonie c'en était trop. Lionel a craqué. Il est arrivé juste au moment où on a sonnerie aux morts, les médailles et tout ça. Et là, ça l'a écroulé complètement. On ne comprend pas, ouais. Parce que... Ça lui a paru complètement absurde, les médailles et tout ça, il n'a pas supporté. Ça, il n'a pas supporté, non. Ah, voilà. S'il a ramené les médailles, son père, s'il était venu vivant, on n'aurait pas donné les médailles seulement. On n'aurait jamais parlé. Et ce qui révolte un peu toute la famille, c'est de ne pas savoir voilà, comment Laurent est mort. Ce qui l'a révolté, c'est que il n'y a rien et qu'il n'ait même pas dit comment ça s'était passé. On ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait pas. Ils sont morts au Tchad. C'est tout. Enfin, on a su, il y a eu des versions successives. Ah oui, mais il y a eu beaucoup de versions, mais quoi? Quelle est la bonne? Quelle est la bonne version là-dedans? Parce qu'il faudrait savoir quand même. C'est pas difficile de dire la vérité, et puis c'est tout. Qu'on sache, qu'on ne soit pas dans l'ignorance.
Je voudrais dire que Laurent a assumé ses responsabilités en étant militaire. Les autres doivent les assumer aussi en disant la vérité, tout simplement. Aujourd'hui, toutes ces questions sont trop lourdes à porter. Laurent est mort, Lionel est à l'hôpital gravement blessé, même s'il est tiré d'affaire. Et demain, il faudra encore affronter l'enterrement. Oui, alors la confusion et les contradictions dans les informations officielles au lendemain de la mort des 9 soldats tués près de la ligne rouge, au nord du Tchad, ces contradictions et les communiqués successifs du ministère de la Défense ont largement contribué à exaspérer les familles des victimes. Les conditions précises de leur mort ne sont toujours pas établies et vous savez qu'une commission d'enquête a été envoyée au Tchad pour éclaircir les circonstances de ce qui est considéré aujourd'hui comme un accident. Peu d'informations donc quant à la situation sur le terrain près de cette fameuse ligne rouge qui sépare les soldats d'Issenabré de ceux de Goukouni-Wedei soutenus par la Libye. Pourtant, Hervé Brusini, qui est notre envoyé spécial au Tchad, a noté aujourd'hui de nombreux mouvements d'avions militaires au départ de la capitale tchadienne. Presque 14 heures, aéroport d'Njamena. Tout est calme, mais soudain le tonnerre des réacteurs gronde. Successivement, 4 avions Jaguar prennent l'air. Ce sont des bombardiers et visiblement, ils sont armés. Moins de 20 minutes plus tard, 4 avions Mirage F1 s'envolent aussi. Eux sont faits pour l'interception, ils sont également armés. Et puis, un KC-135 se présente sur la piste. Pour les Mirages et les Jaguars, il permet d'assurer en vol le ravitaillement nécessaire en carburant pour les missions à long rayon d'action. Et puis, 2 Mirages décollent enfin et ferment la marche. Leur mission, assurer la protection des Jaguars et du reste de l'escadrille. En un, tous ces avions sont rentrés plus de 3 heures après leur décollage. Ici, à N'Djamena, nul ne sait, ne veut dire, où sont allés les avions et ce qu'ils ont bien pu faire. On précise à Paris de sources officielles qu'il ne s'agit que d'une simple mission de reconnaissance effectuée par les avions français. Et puis le groupe RPR à l'Assemblée nationale interrogera demain M. Chesson, le ministre de l'Action extérieure, sur la politique de la France au Tchad à la suite donc de l'accident qui a provoqué la mort de 9 soldats français le week-end dernier. Afrique toujours, mais au Cameroun, cette fois, la tentative de coup d'État aurait fait de nombreux morts. Les chiffres vont de 100 à 1000 tués. Parmi eux, il y aurait 3 Français. Par ailleurs, le grand-père de Yannick Noah, qui est camerounais, vous le savez, M. Simon Noah, qui a 85 ans, a été grièvement blessé pendant les combats. Il a dû être amputé d'un bras. Je vous rappelle que le chef de la rébellion s'est rendu hier aux autorités légales. Laurent Fabius passait aujourd'hui l'épreuve du feu en Lorraine. Le ministre de l'Industrie était le premier membre du gouvernement à se rendre dans la région depuis l'annonce du plan acier, un plan qui prévoit la suppression de 16 000 emplois en Lorraine. Une mission extrêmement délicate pour Laurent Fabius qui venait parler de reconversion à des interlocuteurs qui rejettent purement et simplement ce plan acier. Le ministre est resté ferme malgré un accueil très tendu. Pas question, a-t-il dit, de remettre en cause le plan du gouvernement. Il avait toutefois amené un peu de baume dans sa sacoche sous forme de mesures destinées à faciliter le redémarrage de la Lorraine. Nous allons y revenir dans un instant, mais auparavant, le film de la journée avec Laurent Carenzo. Journée marathon pour Laurent Fabius à Metz aujourd'hui à la préfecture de région. Dans la matinée, le ministre de l'Industrie a reçu les élus nationaux de toute tendance, à l'exception de Marcel Bijard et Philippe Seguin. Jean-Marie Roche, président du conseil régional, était absent à cette réunion, mais il a été cependant reçu en tête-à-tête par le ministre Laurent Fabius. Le ministre a réaffirmé à l'occasion de ce dialogue que le gouvernement ne reviendrait pas sur le plan acier. Pour tous ceux qui espéraient un éventuel infléchissement des pouvoirs publics, la déception était grande. Le ministre nous a confirmé que le plan sidérurgique du gouvernement était irrévocable et que par conséquent les décisions intéressant la Lorraine en particulier ne seraient pas révisées. Dans ces conditions, nous estimons que pour aujourd'hui, nous savons ce que nous voulions savoir. Il a parlé d'une mesure exceptionnelle, donc exprimant la solidarité nationale dans les pôles touchés par la reconversion industrielle. Bon, il faut voir maintenant quel est le contenu qui sera réellement donné à cela. Mais je vous dis, ce contenu, il doit d'abord être discuté, débattu avec les organisations syndicales qui sont quand même en première ligne dans cette opération. Ce sont elles qui gèrent l'avenir des travailleurs et la moindre des choses, effectivement, c'est d'abord de s'en entretenir avec elles. On a vu ce gouvernement parfois reculer et c'est la raison pour laquelle je crois que
les 2,5 millions de Lorrains espèrent quand même au miracle et espèrent que la marche sur Paris, qui doit avoir lieu dans 3 jours, la démonstration qui se fera jour à ce moment-là, sera de nature peut-être à pouvoir revoir certains points de ce plan. Dès le début de l'après-midi, le ministre de l'Industrie recevait les délégations syndicales, ici la CFDT, les unes après les autres, ainsi que le patronat. Monsieur Fabius nous a annoncé qu'il revenait dans 15 jours et propose l'ouverture de négociations par site. Il annonce également une tripartite sur les mines de fer. C'est donc l'essentiel des propos qui ont été tenus par le ministre de l'Industrie et qui sont jugés par nous décevants dans la mesure où il ne répond pas aux questions que la CFDT lui a posées et il ne répond pas aux inquiétudes que les travailleurs ont dans les entreprises de la sidérurgie en particulier et dans les branches industrielles qui sont dépendantes de l'avenir de l'acier en Lorraine. Nous continuons de dire que le plan acier du gouvernement crée chez nous 100 000 emplois de moins à l'horizon 90. C'est insupportable pour la Lorraine. Il faut modifier ce plan. Nous le dirons encore vendredi 13 à Paris, en défilant, j'espère unanimement avec l'ensemble des Lorrains. Et ceci étant dit, le reste à plus tard. Pendant la réunion de l'après-midi, une modeste manifestation de sidérurgistes s'approcha de la préfecture. Voilà pour les réactions à cette journée. Les participants sont restés sur leur faim, puisque les décisions de Laurent Fabius n'ont été annoncées qu'en fin d'après-midi. Oui, alors ces mesures étaient donc très attendues au lendemain du comité interministériel au cours duquel elles ont été définitivement arrêtées. C'était hier à l'hôtel Matignon. Des mesures qui ont pour objectif de créer des emplois dans la région. Sur place en Lorraine, Martine Gilson. Première mesure annoncée ici ce soir par Laurent Fabius. Tout employeur qui s'engagera à créer des emplois ici en Lorraine verra ses cotisations sociales prises en charge à 100% par l'État et ce pendant 3 ans. Cette mesure sera effective dans les 2 mois qui viennent. Deuxième mesure, une réelle décentralisation des centres de décision qui concernent la Lorraine. Ainsi, la direction centrale et les sièges centraux de Sacilor seront transférés de Paris en Lorraine. Sur le plan acier, le gouvernement a pris une décision. C'est une décision difficile, mais il l'a prise et elle a été confirmée par le président de la République parce que c'est une décision inévitable. Je ne suis pas venu ici pour faire des promesses qui ne seront pas tenues. L'action qui est menée là par les pouvoirs publics est un processus continu et je serai présent à nouveau en Lorraine dans 15 jours pour des décisions précises d'implantation. Car c'est un processus continu dans lequel il faut associer la solidarité nationale et l'initiative régionale. En fait, si le courant est mal passé aujourd'hui, ici à Metz, entre Laurent Fabius et les responsables lorrains, c'est qu'il reposait sur un malentendu. D'un côté, un ministre qui n'entend pas revenir sur le plan acier et qui ne veut pas non plus promettre des choses qu'il ne tiendra pas. De l'autre, à l'exception peut-être des élus socialistes lorrains, des responsables et des syndicats qui refusent toujours ce plan acier et ses conséquences sociales. En fait, ce soir, tous les Lorrains tablent ici sur la marche du 13 avril à Paris. Et de cette marche dépendra le sort qui sera réservé ici, en Lorraine, dans les 15 jours qui viennent à Laurent Fabius, quand il reviendra. A noter que Laurent Fabius fera un exposé demain matin devant le Conseil des ministres sur le redéploiement industriel en Lorraine, et cela donc au lendemain de sa visite aux responsables de la région. Les problèmes de la sidérurgie seront par ailleurs au centre du débat de notre dernier journal. Face à face, Pierre Rosanvallon, ancien conseiller économique d'Edmond-Mer, et Michel Sicurel, auteur de La France quand même. Ce sera vers 23h30. Pour la première fois, la direction de Citroën consultait aujourd'hui les immigrés travaillant dans la société pour savoir s'ils souhaitaient bénéficier d'une aide au retour pour rentrer dans leur pays. Cette aide, dont le montant n'est pas encore fixé, ne concernera que les volontaires, mais les dirigeants de Citroën voulaient avoir une idée de l'intérêt qu'elle suscite d'ores et déjà. C'est la première fois en France qu'un tel sondage est effectué dans une entreprise pour l'application d'une mesure qui existe déjà dans d'autres pays. C'est le cas en Allemagne, où ce principe de l'aide au retour est appliqué avec succès
depuis maintenant 2 ans. Michel Meyer. À la frontière entre l'Allemagne et l'Autriche, des camionnettes surchargées. Celle du dernier voyage, celle du retour définitif vers la Turquie. Ce flux des Turcs qui tournent le dos à l'Allemagne fédérale et à son chômage permanent depuis 2 ans est un phénomène tout récent. Il n'est pas dû au hasard ou à la volonté pure et simple des partants. Ces candidats au départ qui voient leur passeport et permis de séjour annulés d'un coup de tampon toucheront quelques 33 000 de nos francs de l'État de Bonn, pour peu qu'une fois au pays, ils renvoient ce formulaire dûment visé par le garde-frontière. Il n'y a plus de travail, c'est pour cela qu'on s'en va. C'est la phrase clé de tous les Turcs qui ont appris l'allemand. Dans les 5 années qui suivront leur retour, ces Turcs toucheront aussi les 3/4 environ de leur cotisation pour la retraite versée durant leur activité salariale. Ils en savent le montant avant même de se décider au départ grâce aux ordinateurs des caisses de retraite allemandes. Au total, de quoi s'ouvrir en Turquie un petit commerce ou une échoppe d'artisans. Aéroport de Stuttgart. Là encore, les charters sans retour pour Istanbul ne désemplissent plus depuis des semaines, diminuant l'importance de la colonie turque de RFA, 1 400 000 Turcs, dont 600 000 salariés. Là encore, le fameux formulaire vert, le coup de tampon. L'incitation financière est certes déterminante, mais il y a aussi l'intime sentiment de n'avoir jamais été accepté en Allemagne, encore moins depuis qu'elle est en crise. J'ai téléphoné pour un emploi parce que je parle bien allemand. On me convoquait et on me renvoyait lorsqu'on s'apercevait que j'étais turc. J'ai appris la langue, je me suis bien habillé, j'ai tenté de comprendre leur philosophie. Je me suis donné de la peine, mais rien n'y a fait. Ce fut très difficile pour moi. Dans les bistrots, pour peu qu'on ne consomme pas pour 150 francs, on vous traite comme des barbares. Venez en Turquie, vous verrez que nous ne sommes pas des sauvages. En décidant cette prime d'incitation de 33 000 francs, le gouvernement de Bonn visait au départ 60 000 Turcs sur les 600 000 qui travaillent en Allemagne fédérale. Aux dernières nouvelles, d'ici la fin de l'année, 1/3 de plus, soit 90 000 Turcs environ, devraient avoir quitté le pays. Peu de choses en politique aujourd'hui où l'actualité était dominée par les conséquences du plan Acier. À noter pourtant à la charnière de la politique et de l'enseignement que les catholiques ont fort mal accueilli le décret que propose Alain Savary pour les maîtres de l'enseignement privé. Dans une interview à notre confrère Lacroix, le père Guy Berthaud rejette ce projet qui ne tient pas compte, dit-il, des propositions de l'enseignement catholique. À l'étranger, c'est du côté de l'Union soviétique que les regards sont tournés. À la veille de la réunion du Soviet suprême, les experts, ceux que l'on appelle les kremlinologues, considèrent comme très probable l'élection de Konstantin Tchernenko à la direction de l'État, c'est-à-dire à la présidence. Une élection qui pourrait intervenir dès demain. Retour en France maintenant avec un accident la nuit dernière entre 2 hélicoptères militaires. Les 2 appareils se sont percutés alors qu'ils rentraient à leur base. Bilan 6 morts, 1 officier et 5 sous-officiers. Le reportage de Thierry Calmette. La nuit dernière, une trentaine d'appareils du 3e régiment d'hélicoptères de combat décollent de Cosne-sur-Loire. Des Pumas et des Gazelles comme celui-ci. Ils volent en formation de 2 ou 3 appareils. Soudain, à 1h45, à 1500 mètres environ du village de Saint-Père, 2 hélicoptères se télescopent. Ils s'écrasent peu après, l'un d'entre eux explose en percutant le sol. 6 morts, tous des militaires engagés. Les hélicoptères sont tombés à moins de 150 mètres d'une ferme. Mais de toute façon, on ne pouvait rien faire au point de vue feu. Il n'y avait déjà plus aucun survivant d'après vous à ce moment-là? Moi j'en ai trouvé un là, près de la clôture là, qui était mort sur le coup. Les pilotes étaient restés fidèles à leur poste, toujours attachés à leur siège. Et même l'un d'entre eux tenait encore le manche.
Les gazelles n'étaient pas armées du missile air-sol OT qui les équipe habituellement. Le 3e RHC effectue fréquemment ce type de vol de nuit. Les appareils volaient à 200 mètres d'altitude environ, la radio silencieuse. Une commission d'enquête de l'armée arrivait vers 15 heures sur les lieux pour déterminer les causes de cet accident. Le 3e en moins d'1 an. En tout, 12 militaires sont morts. Il semblerait qu'une erreur humaine soit à l'origine de celui-ci. Jamais 203, dit un proverbe français. Les Américains ont décidé de le faire mentir tout à l'heure, puisqu'après 2 échecs successifs, la navette Challenger est enfin parvenue à accrocher le satellite SolarMax. Opération réussie pour les astronautes qui vont maintenant essayer de réparer l'appareil défaillant. Patrick Esther. 500 km au-dessus de la Terre, des images d'un autre monde. 3 allumages de moteurs fusée et Challenger vient se garer à 12 mètres seulement du satellite en panne. Ok, nous l'avons, éclate Bob Crippen. Les applaudissements explosent à Houston. Les échecs sont balayés. SolarMax est là, au bout du bras robot. Millimètre par millimètre, Terry Hart fait descendre l'engin dans la soute. L'exploit. Les crochets, les étaux se referment. SolarMax se trouve maintenant sur l'établi où demain, les astronautes mécaniciens vont lui ouvrir le ventre pour le réparer. Pour la première fois, un vaisseau spatial a récupéré un engin évoluant depuis 4 ans dans le vide cosmique. 2 scaphandres à enfiler, 3 fusibles à changer, un système de pointage électronique à modifier, 2 à 3 coups de scie, 2 pinces coupantes de tournevis, et SolarMax retrouvera la vie. Si l'opération réussit, jeudi, la navette ira redéposer ce satellite sur la bonne orbite, à la bonne place. Montant de la note du garagiste, 40 milliards de centimes. Une bagatelle toutefois, à côté du prix du satellite lui-même, 160 milliards de centimes. Si la réparation s'avère plus complexe que prévu, alors Challenger ramènera sur Terre ce satellite de 2,5 tonnes. Mais les 5 astronautes viennent de le prouver. Les ressources de la technique spatiale américaine sont inouïes, capables de transformer un échec en exploit. Alors demain, les mécanos cosmiques devraient pouvoir, une nouvelle fois, faire face. La technique américaine est souple. Et en marge de cette expérience, une revue spécialisée américaine révèle qu'un astronaute chinois devrait bientôt embarquer à bord de la navette américaine pour une mission dans les étoiles. Le président Reagan devrait annoncer cette nouvelle lors de sa prochaine visite en Chine, une visite prévue pour la fin du mois. Quant à nous autres pauvres terriens, c'est une aventure moins exaltante qui nous attend dans la conduite d'engins qui n'ont rien de spatiaux, puisque demain, l'essence coûtera plus cher en France. Le super prend 6 centimes, l'ordinaire 8 centimes et le gazole 1 centime. Des hausses qui s'expliquent par une majoration de la taxe sur les produits pétroliers et qui n'a donc aucun rapport avec les fluctuations du dollar. Un jeune homme de 18 ans vivant à Fréjus s'est tué en moto le 31 mars dernier. Ses parents ont alors pris une décision. Ils ont offert 3 organes de leur enfant pour sauver 3 vies. C'est exceptionnel. Le cœur, le foie et un rein du jeune homme ont été greffés à 3 patients dont la survie était à ce prix. C'est l'illustration de la difficulté de trouver en France des organes pour les transplantations. Martine Alain-Regnault. Il s'agit d'un rein gauche qui était prélevé sur un coma dépassé. Ce rein a été étudié, il est compatible avec le malade et on va donc lui faire la transplantation rénale. Chaque jour en France, 2 à 3 malades bénéficient d'une greffe de rein. Mais pendant ce temps, des centaines d'autres vivent des mois durant dans l'attente d'un rein de cadavre disponible et compatible. Leur sort est à la merci d'un don d'organes généreux fait par une famille qui vient de perdre l'un des siens dans des circonstances médicales qui permettent le prélèvement d'un ou plusieurs organes. France Transplant, un organisme national, gère ainsi pour toute la France et parfois l'étranger les nombreuses demandes enregistrées depuis des semaines face aux offres d'organes rares qui se présentent à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. 35 équipes, reliées par Telex, sont à même de greffer et prélever des organes et 25 laboratoires identifient les sérums des demandeurs qui sont réfrigérés et mis en données sur l'ordinateur. Ils sont 2500 en attente. Dès qu'un organe est disponible, la biologie et l'ordinateur désignent le candidat à la greffe le plus compatible avec le cadavre donneur maintenu en survie. Quand la sélection est faite, nous contactons donc l'équipe qui va transplanter et nous organisons le transport de l'organe de la ville où a eu lieu le prélèvement jusqu'à la ville où va se faire la transplantation. Et le tout en moins de 10 heures. En moins de 10 heures, oui. Les résultats sont à la mesure de cette chaîne de solidarité et de technique. Je suis passé en dialyse d'abord. Puis après,
9 mois après, j'étais greffée. Et t'as été greffée avec un rein. Tu sais d'où il venait, le rein? Je crois pas. D'un jeune garçon de 20 ans, je crois. Et il va bien maintenant, le rein? Ah oui, ça va. Ça va tout seul? Ouais, ça va. Alors finalement, ce jeune garçon de 20 ans, il t'a donné la possibilité d'aller bien? Bah oui. Le problème est qu'il y a toujours pénurie d'organes, bien que depuis 8 ans, la loi Caillavet facilite les prélèvements. Maintenant, après les 3 premiers mois, nous n'avons fait que 6 transplantations. Donc le chiffre est en diminution et nous sommes assez inquiets car notre liste d'attente est importante. Nous avons à l'heure actuelle plus de 110 enfants et adolescents qui attendent une transplantation. Il y a encore beaucoup à faire dans l'organisation de la transplantation en France, la création, le développement des équipes existantes et aussi la prise de conscience dans l'opinion publique que la transplantation c'est quelque chose qui marche et que surtout il ne faut jamais manquer l'occasion de faire un prélèvement lorsque l'on sait qu'il peut servir pour un enfant qui attend en dialyse et qui attend parfois désespérément. Oui, aujourd'hui, ce n'est plus tant le refus catégorique des familles qui est en priorité responsable du manque d'organes, ni même l'absence de moyens, même s'ils sont toujours insuffisants. C'est plutôt que le prélèvement n'est pas encore un réflexe ancré dans les habitudes et des médecins et des familles. Au chapitre des faits divers, le commandant Christian Proutot a démenti catégoriquement hier soir les affirmations du commandant Beau dont nous vous parlions, qu'il avait mis en cause dans l'affaire des Irlandais de Vincennes. Il accuse le commandant Beau de vouloir ainsi chercher simplement à dégager sa propre responsabilité. Les Oscars au superlatif avec l'exploit de Tendre Passion réalisé par le cinéaste américain James Brooks. Cette nuit, Hollywood a fait un véritable triomphe au film en lui décernant 5 Oscars, parmi lesquels celui du meilleur film, de la meilleure actrice et du meilleur réalisateur, pas moins. France Roche en était tout émue. La nuit dernière, devant les caméras de 76 pays pour 500 millions de téléspectateurs, Hollywood a décerné ses Oscars pour la 56e année. Arrivée de stars inquiètes et rutilantes devant un public pas blasé par sa fête annuelle. C'est un débutant, James Brooks, qui cumule l'Oscar du meilleur film, de la meilleure mise en scène, de la meilleure adaptation, de la meilleure actrice et du meilleur second rôle masculin pour Tendre Passion, un mélo bien ficelé. Je suis une professionnelle, mais recevoir l'Oscar m'a coupé les jambes. Je ne me souviens même pas de ce que j'ai dit. Shirley MacLaine et Jack Nicholson jouent dans Tendre Passion, 2 quinquagénaires qui s'entêtent dans l'enfance jusqu'au jour où dans leur petit jardin bien taillé souffle un vent de mort qui les aide à assumer leur rôle d'adultes. Le duo MacLaine-Nicholson joue avec un métier consommé le numéro du rire et des larmes. Now, Aurora. Since you've agreed, why don't we just forget about the rest of it? I mean, I know how you feel, you know. There were countdowns when I had my doubts. But I said to myself, you agreed to do it, you're strapped in, and you're in the hands of something bigger and more powerful than yourself. So, why don't you just lay back and enjoy the ride. I'm not going. There is something wrong with you. À Robert Duvall, pour Tender Mercies, présenté en mai dernier au Festival de Cannes, le prix du meilleur acteur. Duvall, un habitué des rôles de dur, y joue le rôle d'un chanteur folk, démoli par l'alcool, qui retrouve l'inspiration dans l'amour d'une femme et d'un enfant. Duvall n'a pas été doublé pour le chant, la preuve. On the wings of a snow white dove, he sends his pure sweet love, a sign from above. On the wings of Dans le défilé des stars qui avait sorti leurs plus beaux atours, s'est faufilé un petit personnage insolite, Linda Hunt, qui est naine. Elle a remporté l'Oscar du meilleur second rôle féminin pour l'année de tous les dangers où elle tient un rôle d'homme. On ne m'a jamais dissuadé de jouer, mais on m'a dit « tu auras des rôles limités ». Moi je pense que ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de limite.
Sky is the limit. Enfin, le meilleur film étranger, c'est Fanny et Alexandre d'Ingmar Bergman. C'est la saga rouge, or et gris d'une famille norvégienne vue à travers des yeux d'enfant. La France était aussi à l'honneur puisque l'Oscar de la meilleure adaptation musicale a été décerné à Michel Legrand en compagnie de Alan et Marilyn Bergman pour le Yentl, la musique de Yentl, le film de Barbara Streisand. Ce sera d'ailleurs l'occasion de terminer ce journal en musique, mais auparavant, la météo avec Brigitte Simonetta. Vous m'avez fait peur, je crois que vous vouliez que je chante. Bien, et bien ce soir, la météo vous présente ces NGV, ces nuages grande vitesse qui empruntent toutes les lignes possibles, ou presque. Regardez la photo satellite. Ceux qui ont donné des averses s'évacuent par l'est, ceux qui sont passés sur la Méditerranée se déplacent également vers l'est. Ceux qui sont pour le moment sur l'Atlantique Nord descendront demain. Résultat sur notre carte. Après dissipation des brouillards matinaux, un temps couvert des côtes du Nord à la Normandie, au nord, quelques éclaircies de la Mayenne aux Alpes du Nord et partout ailleurs du beau temps. Le thermomètre ne bouge pas, 9 à 13 degrés sur la moitié nord, 11 à 18 degrés sur la moitié sud. Demain, mercredi 11 avril, le soleil se lèvera à 7h07, se couchera à 20h36, ce sera la Saint-Stanislas. Ce journal est sur le point de se terminer. Il me reste à vous donner les prochains rendez-vous avec l'actualité. Vers 23h30, Hervé Claude. Demain, 12h45, Daniel Bilalian. 18h30, Jean-Claude Alanic pour C'est la vie. Mais comme promis, nous terminons en musique avec la bande originale de Yentl, pour laquelle Michel Legrand a obtenu cette nuit l'Oscar de la meilleure adaptation musicale. Je vous retrouve demain à 20h. Très bonne soirée sur Antenne 2. The more I learn, the more I realize, the less I know. Each step I take, Papa, I've a voice now. Each page I turn, Papa, I've a choice now. Each mile I travel only means the more I have to go. What's wrong with wanting more? If you can fly and soar with all there is, why settle for